Échéance. Chapitre 2. S'il y a une distinction morale à être incomprise du vulgaire, cette distinction fut refusée à Julia Westall lorsqu'elle quitta son premier mari. Tout le monde se montra prêt à l'excuser et même à la défendre. Le monde dont elle faisait l'ornement fut d'avis que John Armand était impossible, et les maîtresses de maison poussèrent un soupir de satisfaction à la pensée qu'elles ne seraient plus condamnées à l'inviter à dîner. Le divorce n'avait été motivé par aucun scandale. Aucune des parties n'avait accusé l'autre de griefs sérieux. De fait, les Armand avaient été forcés de porter leur cause dans un État qui reconnaissait la désertion comme un cas de divorce et qui en interprétait les conditions d'une manière si large qu'aucune union ne résistait à l'examen. Même en se remariant, Mrs. Armand ne semblait pas avoir porté la moindre atteinte à la morale traditionnelle. On savait qu'elle n'avait rencontré son second mari qu'après avoir été séparée du premier et qu'elle avait de plus échangé un homme riche contre un homme pauvre. Bien que Clement Westall fût en passe de faire son chemin comme avocat, sa fortune ne croissait pas aussi rapidement que sa réputation. Il était à prévoir que les Westall seraient toujours condamnés à une existence plutôt modeste et à prendre des fiacres pour dîner en ville. Quelle meilleure preuve aurait-on pu donner du parfait désintéressement de Mrs. Armand? Le raisonnement par lequel ses amis justifiaient sa conduite était peut-être plus simple et moins complexe que le sien propre, mais toutes les explications aboutissaient à la même conclusion. John Armand était impossible. Et s'il était, au point de vue mondain, classé parmi les gens ennuyeux, combien plus profondément devait-il l'être pour elle? Pour s'excuser de son mariage par une plaisanterie, elle avait dit un jour qu'au moins, en l'épousant, elle avait été débarrassée de son voisinage forcé dans les dîners. Elle ne se rendait pas compte à ce moment-là du prix auquel elle payait cette immunité. John Armand était impossible parce qu'autour de lui, tout devait descendre à son niveau. Par un inconscient procédé d'élimination, il avait exclu du monde ce dont il ne sentait pas personnellement le besoin. Il était devenu, pour ainsi dire, une atmosphère dans laquelle ne survivaient que ses propres exigences. Ceci aurait pu impliquer un égoïsme voulu, mais il n'y avait rien de tel chez Armand, être aussi instinctif qu'un animal ou un enfant, et cette inconscience presque enfantine empêchait qu'on ne se fît toujours sur lui une opinion juste. N'était-il pas tout simplement retardé dans son développement intellectuel? Il avait en tout cas cette finesse inattendue qui fait dire d'un homme un peu court que ce n'est pourtant pas un imbécile, et c'était précisément cette qualité qui portait le plus sur les nerfs de sa femme. Même pour le naturaliste, il est ennuyeux de voir des déductions troublées par quelques déviations de forme ou de fonction. Combien plus pour la femme dont l'opinion qu'elle a d'elle-même est si inévitablement liée au jugement qu'elle porte sur son mari. La finesse d'Armand n'impliquait en effet aucune faculté intellectuelle latente, mais plutôt des virtualités de sentir, de souffrir même, d'une manière aveugle et rudimentaire, auquel Julia préférait ne pas songer. Elle était absolument pénétrée des raisons qui lui faisaient abandonner son mari, et pas un instant elle ne pensa que ces raisons pouvaient bien ne pas être aussi compréhensibles pour lui que pour elle, et pourtant, lorsqu'elle réfléchissait au passé, elle revoyait toujours le regard plein d'une perplexité qu'il eût été incapable d'exprimer, par lequel il avait acquiescé à ses justifications. Mais, il faut l'avouer, ces moments étaient rares. Son mariage avait été trop malheureux pour être examiné à un point de vue philosophique. Et son infortune, bien que causée par un ensemble de raisons complexes, était aussi réelle que si les raisons en eussent été simples.
L'âme est plus facile à meurtrir que la chair, et Julia était blessée dans toutes les fibres de son être moral. La nullité écrasante de son mari l'anéantissait de plus en plus, obscurcissant son horizon, raréfiant son atmosphère. Ses rêves, morts faute d'aliments, ressemblaient à un amas de corps en décomposition parmi lesquels on l'aurait emprisonnée. Elle se sentait victime d'un guet-apens vieux comme le monde, et dans lequel son corps et son âme seraient tombés pour être impitoyablement servis. Si le mariage était réellement la raison d'une dette contractée dans l'ignorance, et si cette rançon devait durer autant que la vie, alors le mariage était un crime contre la nature humaine. Quant à elle, jamais elle ne participerait au maintien d'une erreur dont elle avait été la victime. Cette erreur qui contraint un homme et une femme aux relations les plus intimes jusqu'à la fin de leur vie, bien qu'ils se sentent, l'un et l'autre, comprimés contre l'arbre croissant dans le cercle de fer qui soutenait l'arbrisseau. C'était dans le premier élan de son indignation qu'elle avait rencontré Clement Westall. Elle s'était bien vite aperçue qu'elle l'intéressait et s'était débattue contre les conséquences de cette découverte, craignant de se laisser prendre au nouveau dans les lacs des relations convenues. Pour éviter ce danger, elle avait exposé ses opinions à Westall avec une précipitation presque indiscrète, et avait vu avec surprise qu'il les partageait. La franchise d'un prétendant qui, tout en faisant sa cour, avouait ne pas croire au mariage était pour elle un attrait de plus. Quant à Westall, les pires audaces de Julia ne le surprenaient pas tant il avait réfléchi à tout ce qu'elle sentait. Tous deux en étaient donc arrivés aux mêmes conclusions. En effet, comme disait Westall, la croissance n'étant pas égale pour tous, tel joug trop large pour l'un devient vite trop étroit pour l'autre. Le divorce n'a pas d'autre but que de réajuster les relations personnelles, et dès que l'on aura reconnu que ces relations doivent forcément être transitoires, elles gagneront en dignité aussi bien qu'en harmonie. On n'aura plus besoin de recourir à ces ignobles connivences, à ces perpétuels sacrifices de sensibilité personnelle et de fierté morale sur lesquels on était les mariages boiteux. Chaque partenaire du contrat mettra son point d'honneur à être le plus parfait modèle de développement individuel, sous peine de perdre le respect et l'affection de l'autre. La nature inférieure ne pouvant plus abaisser vers elle celle qui lui est supérieure sera forcée de s'élever, à moins de rester isolée à son niveau inférieur. La seule condition nécessaire pour rendre un mariage harmonieux est donc de reconnaître franchement cette vérité et d'exiger des parties contractantes le solennel engagement d'être fidèles à leurs promesses et de se séparer dès que l'accord le plus complet aura cessé d'exister. C'est un adultère d'un nouveau genre que d'être infidèle à soi-même. Or, Westall venait de rappeler à Julia que leur mariage avait été contracté sur cette base, la cérémonie en elle-même n'ayant été qu'une concession sans importance à des préjugés sociaux. Maintenant que le divorce existait, le mariage n'était plus une impasse, et l'engagement que l'on prenait n'amoindrissait en aucune façon le respect de soi-même. La nature de leur attachement plaçait Westall et Julia tellement au-dessus des semblables éventualités qu'il leur était facile d'en discuter librement. Ils avaient même à tel point le sentiment de leur parfaite sécurité que Julia avait pris l'habitude d'insister tendrement sur la promesse que lui avait faite Westall de réclamer son dégagement quand il cesserait de l'aimer. L'échange de ces vœux semblait les rendre, dans un sens, les champions de la nouvelle loi, les pionniers dans le pays encore inexploré de la liberté individuelle. Ils sentaient qu'ils avaient en quelque sorte atteint la félicité sans avoir passé par le martyre. À cet instant où elle se remémorait son passé, Julia voyait nettement que telle avait été son attitude théorique vis-à-vis du mariage. C'était inconsciemment, insidieusement, que ces 10 ans de bonheur avec Westall avaient produit une autre conception de ces liens, et comme un retour au vieil instinct de possession et de dépendance passionnée qui,
aujourd'hui la faisait bondir à la seule pensée de changement. Changement, renouvellement, étaient-ce bien les mots qu'ils avaient employés dans leur absurde jargon? C'eût été bien plutôt destruction, extermination qu'il eût fallu nommer le fait de rompre les myriades de liens qui relient un être à un autre. Un autre? Mais non, lui et elle ne faisaient qu'un, dans ce sens mystique qui seul peut donner au mariage sa raison d'être. La nouvelle loi n'était pas faite pour eux, mais pour les êtres séparés, condamnés à une union dérisoire. L'évangile qu'elle s'était crue appelée à propager n'avait aucun rapport avec son propre cas. Un peu honteuse de son exaltation croissante, inexplicable, elle fit appeler un médecin et lui demanda un calmant pour les nerfs. Elle s'empressa de le prendre, mais il ne calma pas ses appréhensions. Elle ne savait pas, au juste, ce qu'elle redoutait, et cela rendait son anxiété de plus en plus envahissante. Son mari n'avait plus fait allusion à ses conférences du dimanche. Moins nerveux et plus maître de lui que d'habitude, il se montrait particulièrement bon et attentif, mais ses égards avaient une nuance de timidité qui suscitait en Julia de nouvelles terreurs. Elle avait beau se dire que c'était sans doute à cause de la visite du médecin et de la potion calmante que son mari montrait tant de déférence pour ses moindres fantaisies, mais cette explication devenait une source de nouvelles appréhensions. La semaine passa lentement, sans rien d'anormal. Le samedi, le courrier du matin apporta un mot de Mrs. Van Sideren. La chère Julia serait-elle assez aimable pour prier M. Westall de venir le lendemain une demi-heure plus tôt, parce qu'il devait y avoir de la musique après sa conférence. Westall partait justement pour son étude au moment où sa femme venait de lire ce billet. Elle ouvrit la porte du salon et le rappela pour lui transmettre le message. Westall jeta un coup d'œil sur la lettre et la rendit à sa femme. « Quel ennui! Il me faudra abréger mon jeu de paume. Enfin, je suppose qu'il est impossible de faire autrement. Voulez-vous répondre que c'est entendu ?» Julia hésita un instant, sa main se crispant sur le dossier de la chaise contre lequel elle s'appuyait. « Vous avez l'intention de continuer ces conférences ?» demanda-t-elle. « Moi ? Pourquoi pas ?» répondit-il. Cette fois-ci, il sembla à sa femme que sa surprise n'était pas tout à fait sincère, et cette constatation lui donna la force de parler. « Vous aviez dit que vous les aviez commencées dans l'intention de m'être agréables. Eh bien, je vous ai dit la semaine dernière qu'elle ne me plaisait pas. » La semaine dernière. Oh ! Il sembla faire un effort de mémoire. J'ai cru que vous étiez nerveuse. Alors, n'avez-vous pas, dès le lendemain, fait venir le médecin ? Ce n'était pas le médecin dont j'avais besoin, c'était de votre assurance. Mon assurance. Elle sentit tout à coup le sol lui manquer et s'effondra dans le fauteuil, la gorge serrée. Les mots qu'elle voulait prononcer, les idées qu'elle cherchait à exprimer, lui échappaient comme des fétus de paille qu'un torrent eût entraînés. « Clément !» s'écria-t-elle. « Ne vous suffit-il pas de savoir que je déteste la chose ?» Il fit un pas en arrière pour fermer la porte, puis il s'approcha d'elle et s'assit. « Que détestez-vous donc tellement ?» demanda-t-il avec douceur. Elle faisait un effort désespéré pour rallier ses raisonnements qu'elle avait préparés. « Je ne puis supporter de vous entendre parler comme si notre mariage était de l'autre espèce, de la fausse espèce. Quand je vous ai entendu l'autre jour proclamer devant tous ces gens curieux et bavards que les maris et les femmes ont le droit de se quitter quand ils sont las l'un de l'autre, ou quand ils ont vu une autre personne leur plaisant. » Westall demeurait immobile, les yeux fixés sur une rosace du tapis. « Alors vous avez changé d'opinion ?» dit-il. « Vous ne croyez plus que des maris et des femmes ont le droit de se séparer dans ces conditions. » « Dans ces conditions ?» balbutia-t-elle. « Oui, je le crois encore. Mais comment pouvons-nous juger pour les autres ? Que pouvons-nous savoir des circonstances ?» Il l'interrompit. « Notre credo,
n'a-t-il pas pour article fondamental que les circonstances pouvant résulter d'un tel mariage n'entraveront pas la complète affirmation de la liberté individuelle? Il s'arrêta un instant. Je croyais que c'était cette raison qui vous avait fait quitter Armande, ajouta-t-il. Elle rougit jusqu'à la racine de ses cheveux. Cela ne ressemblait guère à Westall de renforcer l'argument par une allusion personnelle. J'avais mes raisons, dit-elle simplement. Eh bien, pourquoi vous refuserez-vous aujourd'hui à reconnaître leur validité? Je ne refuse pas. Non, je dis seulement qu'on ne peut pas juger pour les autres. Il fit un geste d'impatience. C'est un casse-tête. Vous voulez dire, je pense que, la doctrine ayant servi vos vues, vous la répudiez maintenant. Soit, s'écria-t-elle en rougissant de nouveau. Admettons que oui. Que vous importe? Westall se leva. Il était excessivement pâle et avait, vis-à-vis de sa femme, la réserve un peu gênée d'un étranger. Il m'importe à moi, dit-il à mi-voix, étant donné que je ne la répudie pas. Eh bien, et aussi parce que j'avais eu l'intention de l'invoquer. Il s'arrêta un instant pour reprendre haleine, tandis qu'elle se taisait, presque assourdie par les battements de son cœur. Il continua, comme une complète justification du parti que je vais prendre. Julia demeurait immobile. Quel est ce parti? Demanda-t-elle. Il raffermit sa voix. J'ai l'intention de réclamer l'exécution de votre promesse. À cet instant, un voile passa sur les yeux de Julia, et autour d'elle les objets se confondirent, puis elle retrouva subitement une netteté de vision telle que tous les détails qui l'environnaient lui infligeaient chacun un genre de torture particulier, depuis le tic-tac de la pendule et le rayon du soleil sur le mur, jusqu'au bras du fauteuil auquel elle se cramponnait. Ma promesse, bégaya-t-elle. Votre part dans la convention mutuelle que nous avons faite de nous rendre la liberté dès que l'un des deux la désirerait. Elle redevint silencieuse. Lui attendit un instant, changea nerveusement de position, puis ajouta avec un peu d'irritabilité. Je pense que vous reconnaissez avoir pris cet engagement. Ces paroles lui portèrent le coup fatal. Elle releva fièrement la tête. Oui, je reconnais avoir pris cet engagement. Et vous ne comptez pas le répudier. Une bûche tomba sur le devant du foyer. Il la repoussa machinalement du pied. Non, répondit Julia lentement. Je ne compte pas le répudier. Il se fit un silence pendant lequel Westall resta près du feu, le coude sur le manteau de la cheminée. Sous sa main se trouvait une petite coupe de jade qu'il lui avait donnée à un de leurs anniversaires de mariage. Elle se demanda vaguement s'il l'avait remarqué. « Alors vous avez l'intention de me quitter ?» dit-elle enfin. Par un geste involontaire, il sembla vouloir se défendre contre une accusation aussi directe. « Pour épouser quelqu'un d'autre ?» poursuivit-elle. Et cette fois encore, Westall protesta du regard et du geste. Julia se leva et alla se placer devant lui. « Pourquoi craignez-vous de me le dire? Serait-ce Una van Sideren ?» Il garda le silence. « Je vous souhaite bonne chance, dit-elle simplement.